Yannick Lehenaf, dans la partie sciences humaines et sociales, où on essaye de travailler avec des médecins spécialistes de ce type de maladie. Il y a 10 ans, ce type de maladie, et je vous le préciserai tout à l'heure, il y avait 2 ou 3 types de maladies. Actuellement, il y en a plutôt 10, voire plus. Ça veut dire qu'il y a une variation vraiment d'appellation déjà de cette maladie rare, de cet ensemble de maladies rares. Il y a des financements sur cette enquête, je l'indique aussi. Donc la Haute-Normandie notamment et la Fondation des maladies rares. Alors la prochaine diapo peut peut-être heurter certaines sensibilités. J'ai mis pas forcément trash, mais c'est une maladie de peau. Donc qui sont traditionnellement appelées maladies bulleuses, comme vous voyez en haut, parce qu'elles forment des bulles. En tous les cas pour certains types de pemphigus. En haut, c'est une pemphigoïde bulleuse qui concerne davantage le sujet âgé et qui peut avoir une rémission spontanée. Ce qui est important puisque ce sont des maladies qui sont considérées comme auto-immunes alors qu'elles ne sont pas tant que ça, et où il n'y a pas de traitement efficace à part des corticoïdes, et où il peut y avoir en plus des guérisons spontanées. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très flou sur ce qu'est ce type de maladie qui rassemble actuellement une dizaine de maladies. Au milieu, vous avez une autre variante qui est surtout développée au Brésil, en Guyane par exemple, pour ce qui est le territoire français. Et j'espère d'ailleurs pouvoir y travailler à terme. Ça s'appelle une pemphigus foliacée. Et en bas, vous avez le plus classique de ce que j'ai vu, c'est des sortes de d'aftes, mais qui ne sont pas des aftes, qui ne guérissent pas et qui peuvent aller jusqu'à l'ésophage et conduire très concrètement les personnes à ne plus pouvoir manger, boire et même respirer. Donc il y a des cas de mort puisque quand c'est pas traité assez rapidement, effectivement la personne peut perdre 15, 20, le record étant 20 kilos dans ma population. Perte de 20 kilos en quelques mois. Alors il y a très très peu de centres. Vous avez vu la prévalence est très variable. En gros, ça concerne 50 personnes en France par an. 50 personnes nouvelles en France par an. Tout type de pemphigus, à peu près. Les données sur la Guyane et les DOM-TOM en général, ou les territoires d'outre-mer, sont pas très... c'est peu de le dire, c'est un euphémisme, ne sont pas très très clairs. C'est pour ça d'ailleurs que je vais y travailler. Ok. Alors, la prise en charge est vraiment très très hétérogène, au point qu'on a proposé une hypothèse qu'il y avait une vraie différence entre, bien sûr, être en métropole et être en situation insulaire. Ce qu'on avait déjà vu sur le travail sur le HIV et le sport avec Sylvain Ferrez, il y a vraiment une vraie différence. Les personnes vivant avec le HIV en Corse ou en Guadeloupe ou en Martinique peuvent, avec des stratégies d'invisibilisation, se faire soigner ailleurs, à Marseille par exemple ou à Paris, donc ne pas déclarer leur maladie. Il y a un peu la même hypothèse qui est proposée ici, puisque à part Paris et Rouen, il y a très très peu d'endroits où les médecins, même spécialistes, dermatologues par exemple, très peu de possibilités qu'un dermatologue libéral puisse être confronté à ce type de maladie. Il y a 1 ou 2 cas en moyenne dans 40 ans de carrière. Donc vous voyez, donc il y a un problème de proximité, de compétences réelles. Vous allez voir, il y a une vraie méconnaissance de ces types de maladies qui concernent dans leur formation des médecins 2 à 3 heures, surtout leur cursus, à peu près. D'ailleurs, petite note, puisque les dentistes sont souvent épinglés comme étant des professionnels peu scrupuleux, en tous les cas par rapport à certaines maladies infectieuses, où il y a vraiment des comportements qui peuvent être dangereux, pathogènes, là les dentistes sont plutôt plus au clair que la moyenne des médecins par rapport à ce type de maladie, puisque quand vous voyez ça dans la bouche, forcément ça doit vous alerter, faire une situation dramatique. Donc j'insiste pas beaucoup sur la problématique parce que c'est une enquête qui est en cours. Officiellement même, elle n'a pas commencé, puisque l'argent n'a pas été versé. Donc on a fait un travail depuis 1 an et demi en sous-main, comme ça, ce qui nous pose des difficultés d'ailleurs dans la relation avec les médecins, puisque théoriquement on ne devrait pas avoir commencé. Donc on a travaillé, je vais vous préciser ça après. Mais en gros, la problématique tourne autour de la perte de confiance, parce que comme il y a vraiment un problème de connaissance des médecins, y compris spécialistes, eh bien forcément vous allez voir qu'avec l'errance diagnostique, il y a une perte de confiance quasi à tous les coups.
Donc on va insister, j'aurai pas le temps, je vais déborder, hein, mais en gros c'est les deux premiers points qui vont être abordés ici. Le troisième, c'est ce qui intéresse davantage d'ailleurs Yannick le ENAF. On est en train d'y travailler pour dans 1 ou 2 ans. Ok. La méthodologie employée, c'est un classique en sociologie, ethnologie, observation directe et active. La prochaine fois, j'y vais samedi auprès de l'association de malades. Il y a une association nationale, hein, et donc je vais faire des crêpes pour sans sel, puisqu'ils ont un régime spécial pour partager avec eux, puis passer la journée avec eux. Et on a fait des entretiens. J'y reviendrai tout à l'heure. J'ai fait, moi, des entretiens que par téléphone. Ça va peut-être vous heurter. Hein. Ça a heurté plein de collègues. Ça heurte toujours plein de collègues. Que je fonctionne essentiellement par entretien téléphonique, notamment sur les questions comme ça délicates en termes d'intimité. Ça fonctionne très bien. Il y a une participation aux ateliers thérapeutiques. On avait d'ailleurs appelé de nos voeux quand on a fait les premiers entretiens. Ils sont mis en place depuis une petite année maintenant. Et donc, mon collègue y va. Je vous ai indiqué à gauche... ce qui était une nouveauté pour moi, c'est-à-dire, même si j'ai 20 ans d'ancienneté d'enquête, c'est la première fois où on nous a attribué des rôles plus ou moins sauvages, comme ça, assez déroutants. Alors, on nous a pris pour des psychos, voire pour des médecins spécialistes. Les plus mal intentionnés des collègues médecins considèrent que ça ne fera pas de mal de parler avec des sociologues. Donc oui, la logique un peu cathartique... même si ça n'a aucun intérêt clinique, clairement on nous l'a dit comme ça, hein. Ça fera pas de mal, quoi, en gros, hein, comme l'homéopathie. Et là, samedi, on me demande d'être expert sur un questionnaire parce qu'il y a un psychologue qui arrive, qui déboule avec un protocole très carré et des échelles de Likert, vous voyez. Et donc les malades sont très très apeurés qu'on les fasse rentrer dans une case. Alors voilà quelques éléments que je mobilise ici pour la présentation. Sur les 36 entretiens réalisés, il n'y en a que 13 que j'ai réalisés moi à titre personnel et tous par téléphone. Il y a d'énormes difficultés d'entretien, notamment avec les personnes qui ne sont pas adhérentes à l'association et qui ne veulent absolument plus entendre parler de cette maladie. En fait, les responsables de l'association se rendent compte que les pemphigus, les personnes qui vivent avec un pemphigus, arrivent à l'association après la 2e ou la 3e rechute. La première fois qu'ils sont atteints, c'est réglé par corticothérapie rapide en quelques mois et ils ne veulent plus en entendre parler. Et bien sûr, il y a récidive, d'où il y a rémission, d'où avec l'ambivalence autour de la question de la rémission. Et là, parfois, ils interviennent vraiment avec un engagement profond dans l'association. Tous les cadres de l'association sont touchés de près ou de loin par cette maladie. La présidente ayant un tableau clinique incroyable, puisque aucun des médecins qui la suit depuis 20 ans ne s'explique comment elle peut être encore vivante. Hein, non, mais j'y reviendrai. Je ne peux pas vous dire qui c'est, mais vous allez peut-être vous en rendre compte. Donc quelques indications aussi en termes d'âge et de profession. Ça concerne, vous avez vu, plutôt des personnes âgées. Il y a très peu d'enfants malades de pemphigus. Dans l'association, il n'y en a qu'une qui est active. C'est la fille de la secrétaire, la trésorière. Sinon, vous voyez, ça touche plutôt les personnes de plus de 50 ans. Il y a aussi, là aussi, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure par mon collègue, il y a aussi une suspicion de prédisposition génétique, hein, notamment auprès de certaines populations juives, enfin, je dis juives pour faire vite, d'ailleurs la présidente est elle-même issue de ce... Génétique, le fait d'être juif. Non, c'est pour ça que je le dis de cette manière-là. Ah non, mais comme je ne connais pas les variantes, hein, Ashkénaze, je ne sais pas. Ok. Alors, premier point, quelles sont les causes qui sont présentées par les personnes? Le plus souvent, c'est un choc psychologique. Donc, vous voyez, une psychosomatique qui est mise en œuvre. Donc, je vous ai mis les proportions sur les 13 entretiens. Alors, il y a des situations terribles, hein, des personnes qui ont perdu leurs parents dans un accident, leurs frères et sœurs quelques mois après. Enfin, il y a vraiment des tableaux cliniques psychopathologiques, on peut dire ça. Des problèmes familiaux, etc. Alors, il y a aussi l'interrogation sur la lignée des malades, même si ce n'est pas une maladie génétique, c'est une maladie rare, et elle fait partie des 15% des maladies rares qui ne sont pas génétiques. D'ailleurs, ils ont un certain poids dans la Fondation des maladies rares, des conseils des maladies rares, alors même qu'ils sont peu nombreux finalement. Hein. Et qu'en plus, ils sont hors possibilité même de règlement
règles, comment on dit, je perds mes mots, enfin de gestion médicamenteuse ou autre, hormonale ou génétique. Donc il y a des terrains favorables qui reprennent ça, les personnes reprennent cette expression médicale, alors avec des inquiétudes qui traversent les générations, donc des situations qui peuvent être compliquées. Ça concerne en France ces maladies auto-immunes 8% de la population, dont 78% des femmes. Ça aussi, c'est une de nos hypothèses. Il y a une gynéké, il y a une sorte d'organisation féminine positive, active, puisque l'association est essentiellement composée de femmes qui sont elles-mêmes atteintes et elles sont d'un dynamisme rare, surtout étant donné leur tableau physiopathologique, on pourrait dire. Alors les causes qui ne sont absolument pas évoquées par les personnes vivant avec un pemphigus et ni même par les médecins, il suffit de faire un tour sur Internet pour vous rendre compte qu'il y a quand même des sacrés points noirs, des absences de réflexion, puisque notamment il y a une toxicodépendance, il y a des médico-induits, et des pemphigus médico-induits. On connaît même les molécules qui les induisent et pourtant elles sont estimées qu'à 5%. Et moi, de ma première estimation, après 1 an et demi de travail là-dessus, j'irais plus pour multiplier par 10 cette proportion. Il y aurait plutôt la moitié des pemphigus qui seraient d'ordre toxicodépendant, sauf que c'est pas souligné comme ça. Alors je vous l'ai mis comme ça, c'est pas une boutade. Il se trouve que c'est prouvé qu'une alimentation riche en ail et en oignons peut produire ce type de dérèglement auto-immun, puisqu'il y a la présence de thiol. Et justement, dans tous les médicaments toxiques, il y a du thiol. Or, le thiol est partout. Alors le thiol, ça vous dit rien. Quand vous ouvrez une bouteille de gaz, que vous sentez quelque chose, c'est du thiol que vous sentez, pas du gaz. Le thiol, c'est un marqueur justement pour repérer. Mais une concentration infime de thiol, vous le sentez. C'est pour vous dire la puissance de ces éléments. La littérature non scientifique en parle énormément. Donc là, il y a un combat, pas acharné, mais il y a un vrai combat sur Internet entre les informations médicalement attestées et légitimes et celles qui le sont moins. Donc il y a sur Facebook, si vous tapez Pemphigus vulgaris, vous allez voir il y a des groupes très très organisés de patients aux États-Unis, au Canada notamment, et qui participent activement à la diffusion d'informations, y compris ces informations qui sont cachées. Alors deuxième point, je ne sais pas si je vais avoir le temps, sans doute j'en ai mis un petit peu trop. Il y a un gros problème, sans insister trop, c'est soit on le dit d'une manière positive, l'errance, soit on le dit d'une manière vraiment négative, en émettant des jugements de valeur, et juste pour vous alerter sur cette difficulté. Il y a vraiment des errances diagnostiques terribles. Le record dans nos populations, c'est 20 ans. Une personne qui a habité à l'île de la Réunion et qui a déménagé parce que justement elle n'avait aucune personne compétente, aucun interlocuteur. Et au bout de 20 ans, elle s'est décidée à déménager sur Paris. Et là, enfin, elle a été diagnostiquée. Alors, vous voyez, c'était 20 ans à avoir des aftes dans la bouche. Alors, je vous ai oublié de vous dire, les bulles sont particulièrement malodorantes. On dirait des boules puantes, en fait. Donc, c'est un vrai handicap au quotidien. Alors, il y a des erreurs, je l'ai souligné en rouge. Donc, très souvent, c'est des lichens, des eczémas, des herpès qui sont diagnostiqués, faussement diagnostiqués. Alors, vous avez vu, perte de morceaux de langue. Là, j'ai eu un entretien avec une femme alors, j'adhère pas ipso facto aux propos qu'on me tient, mais qui me parlait qu'elle perdait des morceaux de langue, j'en rigole à presque, mais de 3 cm par jour. Vous imaginez bien qu'au bout d'une semaine, il ne reste plus grand-chose. Donc il y a une sorte d'exagération. Je vais lâcher le mot, même si ça va faire hurler peut-être les féministes. Je suis féministe moi-même, hystérique. Et il y a toute une part de ces personnes vivant avec des maladies auto-immunes comme ça, qui sont considérées par les spécialistes dermatologues comme des hystéros. Vous voyez, il y a je vais y revenir tout à l'heure, il y a vraiment le stigmate de la folie qui rôde toujours. Actuellement, grâce à l'association qui existe depuis une dizaine d'années, le taux, la durée moyenne est de à peu près 12 mois, un petit peu moins de 12 mois sur mes entretiens. Vous voyez, on a réduit considérablement l'errance diagnostique, ça veut dire que la circulation fonctionne assez bien. Actuellement, en France, il n'est pas rare d'être diagnostiqué en moins de 6 mois. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans, encore moins il y a 20 ans.
Alors, être pris au sérieux ou pas comme malade, c'est un problème fondamental pour ces personnes-là, puisqu'il y a une large méconnaissance médicale. Donc je vous ai indiqué quelques verbatim là. Alors il y a plus désabusés comme en bas, Daniel qui vous dit moi j'ai jamais rencontré un soignant qui soignait vraiment quoi. Hein. Et puis l'autre qui en face vous dit en fait il y a un bras de fer qu'il faut être capable de dire mais attention là il y a des traces de pemphigus, peut-être faut refaire une biopsie parce que alors les biopsies ont l'air très problématiques. Hein. Les questions de seuil, d'interprétation de ces seuils, de la présence ou pas, semblent très compliquées. Donc il y a tout un tas de personnes qui s'abandonnent au paramédical de manière totale, qui leur font confiance. Alors parfois il y a des peurs, un peu une sorte de logique paternaliste. Hein. Le médecin qui vous dit de toute façon c'est soit ça, soit la mort. Donc là forcément, dit comme ça, vous risquez de répondre positivement aux injonctions. Hein. Il y a beaucoup de personnes vivant avec un pemphigus qui souffrent du fait que leur maladie ne soit pas visible, parce qu'elle n'apparaît pas forcément sur la peau. Donc il y a des cas les plus compliqués en fait, c'est ce qu'on appelle maintenant les pemphigus profonds, qui donc touchent la gorge, ou d'autres muqueuses, génitales notamment. Là aussi, qui donnent lieu à des... donc c'est ce que je vous montre à gauche là. Donc il y a des traitements très très lourds, je vais y passer très vite. Des traitements très très lourds, vous voyez les traitements corticoïdes ça fait ça, ça vous fait prendre du poids, vous devenez gonflé, donc vous ne vous reconnaissez pas, avec des poils partout, etc. Après plein d'incidences en termes de cancer, notamment des glaucomes, des cancers des intestins, actuellement cancer du pancréas, etc. Donc le risque d'isolement social est très très fort. Là, je vous ai donné un exemple d'une Marseillaise qui, elle, son problème c'était ça. C'est comment faire pour rester au travail, sachant qu'elle ne peut plus taper la bise, comme elle dit. Parce qu'à Marseille, tout le monde se tape la bise. Vous voyez, donc elle avait un problème, il a fallu qu'elle dise à tout le monde, mais tout le monde dans son service, c'était 2000 personnes. Donc vous voyez le problème, service public, il a fallu qu'elle informe toute sa hiérarchie, tous ses collègues, que si elle était ronde comme ça, c'était pas une mode, c'était le traitement. Les gens ne la reconnaissaient pas. Donc, côtoyer ou pas, j'y passe vite, il y a tout un jeu, c'est pas le bon mot, mais il y a toute une relativisation ou pas. Il y a certaines personnes qui veulent absolument pas côtoyer d'autres personnes vivant avec des maladies bulleuses pour ne pas justement être assimilées à. Je passe très vite. Donc elles partagent plus ou moins. Donc bien sûr il y a des drames au quotidien, puisque par exemple dans les phases, ce qu'ils appellent les flambées de bulles, eh bien ça va jusqu'à une opposition frontale des proches, des maris, des enfants qui veulent plus toucher leurs parents, etc. Alors comment, je passe vite parce que là j'aurai pas le temps, excusez-moi j'ai mal géré mon diaporama. Donc le plus souvent ils parlent pas en fait de leur maladie. La question de la guérison. Le plus intéressant au tout début de cette enquête, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une très grande majorité, même si là c'est 6 sur 13, sur les 36 c'est beaucoup plus, c'était des personnes qui avaient une santé de fer. Elles étaient vraiment jamais malades, elles n'allaient jamais chez le médecin. Et d'un seul coup, elles ont une expérience comme ça traumatique, d'un diagnostic donc qui met du temps à arriver, et après d'un traitement qui conduit à des manifestations, vous voyez, très très graves, par exemple tassement de vertèbres de plus de 10 cm, vous imaginez ce genre de choses. Donc un vieillissement, une expérience de vieillissement anticipé. Alors certaines arrivent à le tourner un peu à la rigolade, voilà, c'est comme si j'avais l'âge de ma mère, je peux donner des conseils à ma mère maintenant pour monter les escaliers puisque je sais ce que c'est. Donc la guérison pose problème puisque beaucoup, là vous voyez 5 sur 13, ça fait plus d'un tiers, considèrent que le traitement est pire que la maladie. Ce qui explique que certains disent que la maladie finalement, elle n'est pas si grave que ça. Le deuxième problème, c'est quand les médecins vous indiquent que vous êtes en rémission, voire que vous êtes guéri, et que 2 ou 3 ans après, vous avez une rechute. Donc il y a vraiment un quiproquo sur qu'est-ce que véritablement une rémission. La durée moyenne de traitement est 36 mois, et au bout de 36 mois, il n'y a plus de symptômes. Et donc, très, très souvent, les médecins spécialistes disent, ben voilà, vous êtes en rémission totale. Rémission totale pour la personne, c'est je vais être tranquille pendant plusieurs années. En fait, c'est pas forcément ça qui se passe. Donc il y a tout un ensemble de souffrances autour de ça. Donc des malentendus, alors avec des positivations comme je vous ai écrit en vert, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont, notamment là c'est une personne jeune,
elle a l'impression d'être passée à côté de la mort, ce qui peut être le cas, on meurt aussi du pemphigus encore actuellement, hein. Donc elle considère que chaque jour passé est un jour gagné. Ok. Là, c'est le cas le plus terrible dans notre population, où là, la personne le professeur qui la suit, a fait sa carrière d'ailleurs grâce à cette personne-là. Hein. Très clairement, elle est connue internationalement sur le pemphigus parce qu'elle a eu cette Gertrude-là, et donc il a été capable de lui dire qu'elle était guérie, parce que sa peau était superbe. Sauf qu'elle, elle considère absolument pas qu'elle est guérie, parce qu'elle est cassée de partout, c'est elle qui a perdu 10 cm, elle a un cancer de l'intestin, un glaucome, elle a des polyarthrites. Bon. Il y a une seule chose qu'elle n'a pas, c'est du diabète. Elle en rigole presque, elle me dit, c'est le seul effet secondaire que j'ai pas eu, c'est le diabète. Voilà. Donc on se demande, après, quels peuvent être l'horizon. Il me reste quoi, 1 minute? Même pas. Elle a quel âge? Elle a 64 ans. 20 ans d'ancienneté dans la maladie. 14 ans d'ancienneté dans la maladie, c'est elle qui est la plus active dans le milieu. Alors il y a des voies intermédiaires, hein, je vous ai dit, avec des relativisations d'expérience de cette maladie, puisque certains vont jusqu'à dire que ça cicatrise très vite. Parce que les bulles, vous avez vu la première photo en haut à gauche que je vous ai montré, vous pourriez vous dire on ne peut pas s'en remettre de cette chose-là. En fait, ça cicatrise très très bien. C'est presque un drame, puisque avec la corticothérapie, à part grossir, en fait, tu n'as plus de marque. Parce qu'imaginez si à chaque bulle il y avait une cicatrice, il serait défiguré. Donc il y en a certaines personnes qui vont jusqu'à dire bah, finalement c'est rien. Alors c'est souvent rien parce qu'elles relativisent par rapport à tout ce que ça a impacté ce diagnostic. Là en l'occurrence c'était une fragilité psychologique, son mari l'a quitté, etc. etc. Donc, alors je terminerai peut-être là-dessus. Hein. Donc dans notre grille de codage, on a instauré une colonne qui est un classique en anthropologie de la santé, qui est le bénéfice de la maladie. C'est tout un élément d'analyse des verbatims. Effectivement, certaines personnes vivant avec le pemphigus relativisent tellement l'impact de cette maladie avec les multiples conséquences qu'elles en arrivent à même y trouver des côtés très positifs. Par exemple, la connaissance du système médical. C'est-à-dire que ce sont devenus des spécialistes. Elles savent exactement à qui téléphoner, à quel moment. N'importe quel moment, 7 jours sur 7, elles ont le numéro des spécialistes en direct. Et ces spécialistes leur répondent puisque ce sont des malades qui sont intéressants, puisqu'ils sont très rares. Je vous donne un dernier exemple qui pose problème dans les consultations, c'est l'utilisation de l'appareil photo par les internes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait? On vous fait écarter les jambes pour les muqueuses génitales et puis les internes prennent des photos. Donc maintenant, l'association est tellement organisée et tellement tel rapport de force qu'elle est capable pas d'interdire le mot est fort, mais elle est capable de proposer des meilleures pratiques auprès des médecins spécialistes. Donc il y a un vrai bras de fer qui s'est mis en place avec, je trouve, des éléments très positifs comme les ateliers thérapeutiques qui viennent d'être mis en place. Voilà, je termine là-dessus, sinon je serai trop long.